La femme infidèle a choisi sa promotion plutôt que de fonder une famille. Des années plus tard, elle a tout regretté. Le café avait refroidi dans les mains de Michael alors qu'il était assis en face de Sarah à la table de leur cuisine. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait découvert la liaison. 6 semaines de nuits sans sommeil. Des disputes interminables et des larmes qui semblaient ne pas avoir de fin. La trahison avait creusé un espace vide dans sa poitrine qui faisait mal à chaque respiration. « J'ai fait une terrible erreur » dit Sarah, la voix brisée alors qu'elle tendait la main à travers la table. « Mais je t'aime, Michael. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, donne-moi une chance de plus pour le prouver. » Ses yeux étaient rouges et suppliants. C'était la femme qu'il avait épousée il y a 8 ans. La femme qui était restée à ses côtés lors de la mort de son père et lors de l'échec de sa première entreprise. Il voulait croire que cette personne était toujours là. Enfouie sous les mensonges et la trahison. « Comment puis-je te faire à nouveau confiance ?» Il posa la question à peine, plus aucun murmure. « Chaque fois que tu prendras ton téléphone ou chaque fois que tu seras en retard du travail, je me poserai des questions. Comment puis-je vivre comme ça ? Je serai complètement transparente, promit Sarah en faisant glisser son téléphone sur la table. Je l'ai déjà bloqué partout. Tu peux vérifier mon téléphone quand tu le souhaites. Je te dirai où je suis et avec qui je suis. Je ferai tout ce qu'il faut, Michael. Je ne peux pas te perdre. Je ne veux pas nous perdre. » Michael regarda le téléphone posé entre eux comme une offre de paix. Il pensa à la maison qu'ils avaient construite ensemble et aux rêves qu'ils avaient partagés. Il pensa aussi à l'avenir qu'ils avaient planifié. Dans 7 mois, ils devaient célébrer leur 9e anniversaire de mariage en Italie. C'était un voyage pour lequel ils économisaient en euros depuis le jour de leur mariage. Pouvaient-ils vraiment tout jeter? L'amour ne méritait-il pas une dernière chance? D'accord, s'entendit-il dire. Le mot résonnait à la fois comme une bouée de sauvetage et une corde au cou. Mais Sarah, c'est tout. Une seule chance. Si tu trahis ma confiance à nouveau, nous avons terminé. Pas de discussion et pas de seconde chance après cela. J'ai besoin que tu comprennes cela. Je comprends, dit-elle rapidement en se levant et en contournant la table. Elle enroula ses bras autour de lui. Malgré tout et malgré la douleur et le doute, il se retrouva à la serrer dans ses bras à son tour. Merci. Merci de croire en nous. Je promets que je passerai chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix. Les premières semaines ressemblèrent à une lune de miel. Sarah rentrait tôt du travail et cuisinait ses repas préférés. Elle laissait son téléphone déverrouillé sur le comptoir pendant qu'elle se douchait. Ils allaient en thérapie de couple chaque jeudi soir. Le docteur Morrison les guidait à travers des exercices pour reconstruire la confiance et la communication. Sarah parlait ouvertement de ses peurs et de ses insécurités. Elle expliquait comment elle avait pris la pire décision de sa vie dans un moment de faiblesse. Je me sentais invisible, avait-elle avoué lors d'une séance. Les larmes coulaient sur son visage. Tu étais tellement concentré sur la création de ta nouvelle entreprise. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je me sentais seule. Il m'a prêté attention et j'ai laissé cela compter plus que mon mariage. C'était égoïste et stupide. Je me déteste pour ça. Michael lui avait serré la main. Il voyait pour la première fois la douleur derrière ses actions. Peut-être pourrait-il vraiment guérir de cela. Peut-être que l'amour était suffisant. Ils recommencèrent à sortir ensemble. De vrais rendez-vous comme quand ils étaient jeunes. Des soirées cinéma et des randonnées de fin de semaine. Ils allaient dîner dans le petit restaurant italien où il l'avait demandé en mariage. Sarah semblait sincèrement déterminée à reconstruire ce qu'elle avait détruit. Elle parla à nouveau de leur avenir. Elle évoqua l'idée d'essayer enfin d'avoir le bébé dont ils avaient discuté avant que tout ne s'effondre. Un soir, ils étaient assis sur le canapé à regarder le coucher de soleil par la fenêtre de leur salon. Sarah posa sa tête sur son épaule. « Je ne te mérite pas, murmura-t-elle. Nous avons tous les deux fait des erreurs, répondit Michael. Bien qu'il n'était pas sûr de le croire. Ce qui compte, c'est que nous essayons. Mais alors qu'il prononçait ces mots, une petite voix au fond de son esprit murmura un avertissement. Il essaya désespérément de l'ignorer. La confiance, une fois brisée, laisse derrière elle des fragments assez tranchants pour faire couler le sang. Il repoussa cette pensée et attira sa femme plus près. Il choisit l'espoir plutôt que la peur. Si seulement il avait écouté cette voix. Cela a commencé par de petites choses.
Trop petite pour être mentionnée sans paraître paranoïaque ou contrôlant. 3 mois après leur réconciliation, Michael remarqua que Sarah inclinait son téléphone pour le cacher lorsqu'elle tapait des messages. Pas à chaque fois mais juste occasionnellement. De petits moments qui pourraient facilement être expliqués comme des coïncidences. Quand il entrait dans la pièce, elle fermait doucement ce qu'elle regardait. Elle lui offrait un sourire qui semblait juste un peu trop pratiqué. « À qui écris-tu » avait-il demandé une fois en gardant un ton décontracté. « Juste à Rachel à propos de sa fête d'anniversaire la semaine prochaine » avait répondu Sarah sans hésitation. Elle lui montra un fil de discussion avec sa meilleure amie. « Elle veut faire une dégustation de vin. Tu veux venir ?» Il s'était senti stupide d'avoir demandé et d'avoir douté. C'était exactement ce contre quoi le docteur Morrison l'avait mis en garde. Projeter les trahisons passées sur des moments présents innocents. Il était censé reconstruire la confiance et non la saper avec de la suspicion. Mais ensuite il y a eu les appels téléphoniques. Le premier a eu lieu un mardi soir. Il regardait un film quand le téléphone de Sarah a vibré. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Son expression vacilla avec quelque chose que Michael ne put pas tout à fait identifier avant qu'elle ne s'excuse. « Un truc pour le travail » dit-elle en se dirigeant déjà vers la chambre. Johnson a besoin que les rapports trimestriels soient révisés. J'en ai juste pour quelques minutes. 20 minutes plus tard, elle était toujours derrière la porte fermée. Sa voix était un murmure sourd qu'il ne pouvait pas distinguer. Quand elle est finalement ressortie, elle avait l'air troublée. « Tout va bien ?» demanda Michael. « Oui. Johnson est juste impossible au sujet du formatage. Tu sais comment il est. » Elle embrassa son front et retourna sur le canapé. Mais son attention sembla ailleurs pour le reste de la soirée. Les appels tardifs sont devenus une habitude. Toujours des urgences professionnelles et toujours à huis clos. Cela laissait toujours Sarah distraite après. Michael voulait la croire. Elle avait été promue cadre supérieur il y a 6 mois. Son travail exigeait effectivement plus de son temps mais le moment semblait mal choisi. Pourquoi son patron appellerait-il à 9h30 du soir un mercredi à propos du formatage? Pourquoi devait-elle prendre ses appels en privé? Tu devrais peut-être parler aux ressources humaines des limites entre vie professionnelle et vie privée, suggéra Michael un soir après le 3e appel de la semaine. La mâchoire de Sarah se contracta presque imperceptiblement. Je ne peux pas juste dire à mon patron de ne pas m'appeler Michael. Cette promotion est venue avec des responsabilités. Je pensais que tu me soutiendrais. Je te soutiens. C'est juste que cela me manque de passer du temps ininterrompu avec toi. Nous passons beaucoup de temps ensemble, dit-elle d'un ton plus froid maintenant. Je travaille dur pour notre avenir. Je pensais que c'était ce que tu voulais. La dispute donnait l'impression de marcher dans un champ de mine. Toute objection rencontrait une attitude défensive ou une esquive. Michael se retrouva à s'excuser pour des préoccupations qui semblaient mesquines et dominatrices à la lumière de ses explications. Peut-être qu'il était paranoïaque. Peut-être que c'était à cela que ressemblait sa confiance blessée. Il voyait des menaces là où il n'y en avait pas. Mais ensuite il a remarqué les messages supprimés. Il n'avait pas eu l'intention de fouiller. Sarah avait laissé son téléphone sur le comptoir pendant qu'elle se douchait. Le téléphone s'était allumé avec l'aperçu d'un SMS provenant d'un numéro sans nom associé. Au moment où Michael a jeté un coup d'œil, la notification avait disparu. Curieux, il prit le téléphone. Elle avait dit qu'il pouvait vérifier à tout moment après tout. Il ouvrit ses messages. Le fil de discussion avec le numéro inconnu était vide à l'exception d'un message d'aujourd'hui. Bien reçu. Mais l'horodatage montrait qu'il aurait dû y en avoir plus. L'historique des conversations passées d'il y a 3 semaines à aujourd'hui avec des lacunes évidentes. Elle avait supprimé des messages. Le cœur de Michael commença à battre la chamade. Il vérifia d'autres fils de discussion. Ses messages avec ses contacts professionnels semblaient clairsemés et d'une brièveté anormale. Il ouvrit son journal d'appels. Il y avait des dizaines d'appels vers des numéros non enregistrés dans ses contacts. Certains duraient 20 ou 30 minutes. Tout cela restait invisible et caché sous la surface de la normalité. Quand Sarah est sortie de la salle de bain, elle était enveloppée dans une serviette avec les cheveux mouillés. Michael tenait toujours son téléphone. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle la voix tranchante. « Tu supprimes des messages » dit-il doucement. « Pourquoi supprimes-tu des messages ?
Je supprime les courriels indésirables Michael. Je supprime aussi les vieilles conversations pour libérer de l'espace. Mon Dieu, je t'ai dit que tu pouvais vérifier mon téléphone. Mais j'ai l'impression que tu cherches des raisons de ne pas me faire confiance. Il y a des trous dans tes conversations. Des sections entières sont manquantes. Je t'ai dit que je supprimais des choses. C'est exactement ce contre quoi le docteur Morrison a mis en garde. Tu es tellement traumatisé par ce qui s'est passé que tu crées des problèmes là où il n'y en a pas. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne peux pas continuer à vivre sous une suspicion constante. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Quand est-ce que ça sera suffisant? Michael sentit le sol se dérober sous ses pieds. Était-il déraisonnable? Créait-il des problèmes là où il n'y en avait pas? Elle semblait sincèrement blessée par son manque de confiance. Il pensa à tous les progrès qu'ils avaient réalisés. Il pensa à tous les efforts qu'elle avait mis dans leur réconciliation. Tu as raison, dit-il finalement en posant le téléphone. Je suis désolé. Je suis encore en train de guérir. Cette nuit-là, Michael fixa le plafond. Allongé dans le lit à côté de sa femme endormie, il essaya de faire taire la voix dans sa tête. Cette voix lui murmurait qu'il faisait une terrible erreur. Michael n'avait pas prévu d'installer la caméra. L'idée semblait intrusive. C'était une violation de la confiance qu'ils étaient censés reconstruire. Mais après les messages supprimés et après avoir surpris Sarah dans trop de petites incohérences, il avait besoin de tranquillité d'esprit. Ou peut-être avait-il besoin de preuves de ce qu'il n'était pas prêt à admettre. Les systèmes de sécurité domestique deviennent tellement abordables maintenant, avait-il mentionné avec désinvolture au petit déjeuner. Je lisais un article sur un cambriolage à 2 rues d'ici. Nous devrions peut-être installer quelques caméras. Sarah avait à peine levé les yeux de son café. Si ça te fait te sentir plus en sécurité, c'est bien. Fais ce que tu penses être le mieux. Son indifférence aurait dû être rassurante. Au lieu de cela, cela ressemblait à une confirmation qu'elle n'avait rien à cacher ou qu'elle était sûre de ne pas se faire attraper. Michael détestait la personne qu'il devenait. L'étranger méfiant qui analysait chaque mot de sa femme pour y trouver des significations cachées. Il a installé 3 caméras. Une à la porte d'entrée et une à l'entrée arrière. La 3e était dans le salon face au couloir principal. Tout envoyait des notifications et des enregistrements sur son téléphone. Il a parlé à Sarah des 3 caméras. Il a démontré comment elles fonctionnaient et lui a montré comment accéder au flux. La transparence, n'est-ce pas? Pendant 2 semaines, les caméras n'ont rien capturé de plus intéressant que Sarah rentrant du travail. Leurs voisins traversaient la cour. Michael lui-même évoluait dans leur vie ordinaire. Il commença à se sentir sincèrement stupide. Peut-être qu'il était vraiment paranoïaque. Peut-être que la thérapie fonctionnait et que sa femme avait sincèrement changé. Peut-être que son incapacité à faire confiance était le seul problème restant dans leur mariage. Puis est venu le mercredi soir qui a tout changé. Michael était à Denver pour une conférence régionale. C'était un voyage qui était prévu depuis des mois. Il avait failli annuler car il ne voulait pas laisser Sarah seule. Mais elle avait insisté pour qu'il y aille. Tu as besoin de ça pour ton entreprise et j'ai besoin que tu me fasses confiance, avait-elle dit en prenant son visage entre ses mains. Je vais bien aller. Je vais probablement juste rattraper mon sommeil et regarder une mauvaise émission de télé-réalité à la télévision. Va construire ton empire. Il l'avait embrassée pour lui dire au revoir ce matin-là. Il voulait désespérément croire que tout allait bien. Les sessions de la conférence étaient en fait captivantes. Pendant quelques heures, il s'était de nouveau senti lui-même. Concentré et ambitieux. Il n'était plus consumé par le doute sur son mariage. Vers 9h00 du soir, il était assis dans sa chambre d'hôtel à revoir ses notes. Il ouvrit distraitement l'application de sécurité domestique. Juste pour vérifier, se dit-il. Juste pour s'assurer que tout allait bien. La caméra du salon montrait Sarah sur le canapé. Mais elle n'était pas seule. Le sang de Michael se figea. Même à travers les images granuleuses de la sécurité, il reconnut l'homme assis à côté de sa femme. C'était lui. David. Le collègue avec qui elle avait juré d'avoir coupé tout contact. L'homme dont elle avait promis qu'il était une erreur ou un chapitre clos. Ils ne se touchaient pas mais leur langage corporel en disait long. Ils étaient assis inclinés l'un vers l'autre. Ils étaient assez près pour que leurs genoux se touchent presque.
Sarah riait de quelque chose que David disait. Sa main touchait son bras dans un geste d'intimité désinvolte. Michael reconnaissait ce geste parce qu'il lui était autrefois destiné. Les mains de Michael tremblaient alors qu'il regardait. Il voulait l'appeler pour crier ou exiger une explication. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être le souvenir de la dernière confrontation. Quand ses accusations s'étaient retournées contre lui et quand on lui avait fait sentir qu'il était le problème. Au lieu de cela, il a juste regardé. Ils ont parlé pendant près d'1 heure. Michael ne pouvait pas entendre ce qu'il disait mais il n'en avait pas besoin. La façon dont Sarah se penchait lui disait tout. La façon dont elle replaçait ses cheveux derrière son oreille aussi. C'était une habitude nerveuse qu'elle avait toujours eue quand elle s'intéressait à quelqu'un. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Ce n'était pas innocent. À 10:15 Sarah se leva. David se leva aussi. Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée hors du cadre. Michael passa rapidement à la caméra de la porte d'entrée. Son cœur battait si fort qu'il pensait que cela pourrait lui briser les côtes. L'angle les captait clairement. Sarah disait quelque chose en souriant. David tendit la main et enleva quelque chose de son épaule. Une peluche peut-être ou juste une excuse pour la toucher. Elle ne recula pas. Puis il se pencha. Elle leva le visage et ils s'embrassèrent. Pas un baiser amical mais un vrai baiser. Le genre qui parlait de familiarité et de désir. Le genre qui disait que ce n'était pas la première fois depuis sa prétendue réforme. Le genre qui disait que Michael avait été pris pour un imbécile. Après le départ de David, Sarah ferma la porte. Elle s'y appuya un instant avec un petit sourire aux lèvres. Puis elle sortit son téléphone. Elle supprimait probablement l'historique de leur conversation, pensa amèrement Michael. Puis elle retourna vers le salon. Michael resta assis dans sa chambre d'hôtel. Il fixa l'écran de son téléphone longtemps après qu'il se soit éteint. Il se sentait étrangement calme. Il était presque détaché comme s'il regardait la tragédie de quelqu'un d'autre se dérouler. La panique et la douleur viendraient plus tard. Il le savait. En ce moment il existait dans un espace au-delà des sentiments où la clarté remplaçait l'émotion. Il lui avait tout donné. Son pardon et sa confiance et une autre chance pour toujours. Et elle avait pris ses cadeaux et les avait utilisés comme couverture pour continuer à le trahir. Pas dans un moment de faiblesse cette fois. C'était calculé et délibéré. Elle l'avait regardé dans les yeux tous les jours pendant des mois. Elle avait accepté sa vulnérabilité et avait menti sans hésitation. La question n'était plus de savoir s'il devait partir. Cela avait été décidé au moment où les lèvres de David avaient touché les siennes. La question était de savoir comment partir d'une manière qui redonnerait à Michael une partie de la dignité qu'elle lui avait volée. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des plans. Pas de confrontation cette fois. Pas d'occasion de manipulation ou de larmes ou de promesses qu'elle n'avait pas l'intention de tenir. Cette fois il allait simplement disparaître. Michael rentra de Denver le jeudi après-midi. Son visage était soigneusement composé en une expression neutre. Sarah l'accueillit à la porte avec un baiser sur la joue. Elle l'interrogea sur sa conférence. Elle mentionna qu'il lui avait manqué. Il la regarda jouer le rôle de la femme aimante et se demanda comment il avait pu croire que cette comédie était réelle. La conférence était super, dit-il en adoptant le même ton décontracté. J'ai eu de bons contacts. Je suis épuisé cependant. Je pourrais aller me coucher tôt. J'ai préparé ton poulet au parmesan préféré, dit Sarah joyeusement. Je me suis dit que nous pourrions discuter pendant le dîner. Ils mangèrent ensemble comme des étrangers prétendant être intimes. Sarah parla de sa semaine et mentionna un projet au travail. C'était probablement une fiction. Elle demanda des nouvelles de sa présentation. Michael répondait automatiquement, l'esprit ailleurs. Il calculait les délais et la logistique. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans l'obscurité, Michael commença à exécuter son plan. Il avait déjà contacté 3 agents immobiliers pendant son escale. Il utilisait un compte de messagerie crypté dont Sarah ignorait l'existence. Leur maison était à leurs 2 noms mais son avocat lui avait expliqué ses options. Oui, il avait engagé un avocat de Denver avant son vol. Il pouvait forcer la vente ou racheter sa moitié. Vu les circonstances, Michael ne voulait rien de cette maison à part sa liberté. Il voulait une offre de rachat en euros comptants. Au cours des 2 semaines suivantes, Michael agit avec une précision minutieuse.
Il allait au travail et rentrait à la maison. Il maintenait sa routine tout en démantelant systématiquement leur vie commune. Il ouvrit un nouveau compte bancaire dans un autre établissement. Il transféra progressivement sa part de leurs économies en euros. Il contacta une entreprise de déménagement spécialisée dans les délocalisations rapides et discrètes. Il changea le mot de passe de sa messagerie et de son stockage en nuage. Il sécurisa tout ce qui était numérique et auquel Sarah pourrait avoir accès. Plus important encore, il continua à regarder les caméras. David revint le mardi suivant. Cette fois, ils étaient moins prudents. Michael regarda depuis son bureau sa femme conduire un autre homme dans leur chambre. La chambre avec les photos encadrées de leur mariage toujours sur la table de nuit. Il n'a pas regardé ce qui s'est passé derrière cette porte fermée. Il n'en avait pas besoin. La vue d'eux marchant dans le couloir main dans la main lui disait tout. Quand le téléphone de Sarah sonna plus tard dans la soirée avec un autre appel professionnel, Michael se contenta d'opiner du chef. Il retourna à son livre. Elle disparut dans la chambre pendant 45 minutes. Il utilisa ce temps pour numériser d'autres documents et les envoyer à son avocat. « Johnson te donne encore du fil à retordre ?» demanda-t-il quand elle ressortit. « Tu sais comment il est ?» répondit-elle avec un sourire exaspéré. « Tout est toujours urgent. » Michael lui rendit son sourire. « Eh bien, tu es doué dans ce que tu fais. Il a de la chance de t'avoir. » Le mensonge reposait confortablement sur sa langue maintenant. Il devenait couramment bilingue dans le langage de la tromperie. Il apprenait du maître. Le samedi, Sarah annonça qu'elle allait à une retraite de travail. C'était une fin de semaine de cohésion d'équipe dans un complexe hôtelier à 2 heures de route. C'est obligatoire, dit-elle en faisant une grimace d'excuse. J'ai essayé d'y échapper mais Johnson a insisté sur le fait que tout le département devait être là. Quand pars-tu ? demanda Michael. Vendredi. Je serai de retour dimanche soir. Seras-tu d'accord pour rester seul pour la fin de semaine ? Je survivrai, dit-il en embrassant son front. Va renforcer l'esprit d'équipe. Je vais probablement juste travailler sur mon plan d'affaires et regarder le match. Le vendredi matin, Michael se réveilla avant l'aube. Sarah dormait encore et son visage était paisible dans la lumière matinale. Il la regarda un long moment. C'était cette personne avec qui il pensait passer sa vie. Il ne ressentit rien d'autre qu'une tristesse lointaine et douloureuse pour l'homme qu'il avait été. Cet homme qui avait cru au conte de fées. À 7h00 du matin, Sarah était partie pour sa retraite. Son sac de voyage était rempli de lingerie. Michael fit semblant de ne pas le remarquer. À 8h00 du matin, le camion de déménagement était devant la maison. Michael préparait cela depuis des semaines. L'équipe a travaillé avec une rapidité efficace. Les meubles et les vêtements et les cartons. Tout ce qui lui appartenait ou auquel il tenait alla dans le camion. Son fauteuil en cuir et le bureau de son grand-père. Les livres de première édition qu'il avait collectionnés au fil des ans. Il laissa les photos de mariage. Son ami Marcus arriva à 9h00 du matin pour aider avec les derniers détails. « Tu es sûr de toi, mon vieux ?» demanda Marcus en portant un carton d'ustensiles de cuisine. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien » répondit Michael. À 2h00 de l'après-midi, la maison était vide. Elle paraissait étrangement dépouillée avec des vides évidents là où sa vie avait été. Il s'y promena une dernière fois. Il fit ses adieux aux rêves que ses murs avaient contenus. Il laissa les caméras allumées. Qu'elle voit les espaces vides et s'interroge. Qu'elle rentre à la maison dans le vide qu'elle avait créé. L'agent immobilier arriva à 3h00 de l'après-midi avec les papiers. Michael avait accepté une offre en euros comptant inférieure à la valeur du marché. Mais c'était rapide et propre. Les acheteurs voulaient conclure la vente dans 30 jours. D'ici là, Michael serait parti depuis longtemps. Sur le comptoir de la cuisine sous un vase de fleurs mourantes, Michael laissa une enveloppe. Le nom de Sarah y était inscrit. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Il avait passé des heures à perfectionner les mots. « Je ne serai pas ton second choix. » Aucune explication ni accusation ni ultime supplication. Juste une simple vérité. Il laissa également les papiers du divorce déjà déposés avec les coordonnées de son avocat. Elle pouvait les signer ou les contester. C'était son choix. De toute façon, Michael avait fini de se battre pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été à lui. À 5h00 de l'après-midi, Michael verrouilla la porte pour la dernière fois.
Il fit tomber sa clé dans la fente à courrier. Marcus attendait dans sa voiture. Il était prêt à conduire Michael vers son nouvel appartement de l'autre côté de la ville. C'était un endroit où Sarah n'était jamais allée. Dans un quartier où elle ne penserait jamais à chercher. Alors qu'il s'éloignait, Michael jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il regarda la maison qui avait été son foyer. Le dimanche soir, Sarah franchirait cette porte en s'attendant à tout trouver tel qu'elle l'avait laissé. Au lieu de cela, elle trouverait le silence et les espaces vides. Elle trouverait l'écho de sa propre tromperie. Michael tourna les yeux vers l'avant et vers ce qui allait suivre. Le chagrin viendrait. Il savait que la rage et la douleur et le sentiment de perte finiraient par le rattraper. Mais en ce moment, il ressentait autre chose. Le soulagement d'être libre. Sarah fredonnait avec la radio pendant qu'elle rentrait chez elle le dimanche soir. Son corps était encore chaud du toucher de David. La fin de semaine avait été parfaite. Pas de cachette et pas de mensonge. Juste du temps ininterrompu ensemble à la maison du lac qu'il avait louée. Elle ressentit un petit pincement de culpabilité à propos de Michael, mais il fut facile à repousser. Il lui faisait confiance maintenant et croyait à ses promesses. Elle avait réussi à avoir tout ce qu'elle voulait. La sécurité de son mariage et l'excitation de sa liaison. Elle avait passé des mois à perfectionner l'équilibre. Michael était stable et fiable. Il était le genre de mari qui présentait bien sur le papier. Mais David la faisait se sentir vivante d'une manière que son mariage n'avait jamais fait. Pourquoi devrait-elle choisir? D'autres personnes géraient ses complications. Elle était simplement assez intelligente pour avoir les deux. Alors qu'elle tournait dans sa rue, Sarah répéta ses histoires. Les histoires sur la retraite d'entreprise et les exercices de cohésion d'équipe. Les séminaires ennuyeux et la nourriture terrible du centre de conférence. Michael poserait des questions polies et elle y répondrait. La vie continuerait dans ses schémas confortables. Elle se gara dans l'allée à 7h30 du soir. Elle composait déjà son expression pour paraître fatiguée mais heureuse. La maison avait l'air normal de l'extérieur. Les lumières étaient éteintes exactement comme elle l'avait laissé. Michael travaillait probablement tard comme d'habitude. Sarah prit son sac dans le coffre et marcha vers la porte d'entrée. Elle chercha ses clés. La serrure tourna doucement et elle poussa la porte. Elle appela à haute voix. « Chérie, je suis à la maison. » Le silence lui répondit. Ce n'était pas le calme confortable d'une maison vide mais autre chose. Quelque chose qui fit dresser les cheveux sur sa nuque. Le couloir semblait différent bien qu'elle ne pût pas immédiatement identifier pourquoi. Elle déposa son sac près de la porte et s'avança à l'intérieur. Michael. Toujours rien. Sarah alluma la lumière du couloir et se figea. Le fauteuil en cuir. L'antiquité du grand-père de Michael qui se trouvait habituellement près de la fenêtre du salon. Il avait disparu. Où diable était le fauteuil? Ses yeux parcoururent la pièce. Elle commença à voir d'autres absences. La bibliothèque qui avait abrité la collection de Michael était vide. Le bureau dans le coin avait disparu. De petits espaces sur les murs montraient où des photographies avaient été accrochées. Michael. Sa voix s'éleva avec panique maintenant. Elle courut à travers la maison en allumant les lumières. Elle découvrit d'autres pièces manquantes. Ses vêtements avaient disparu du placard. Ses articles de toilette avaient été retirés de la salle de bain. La cuisine avait des vides là où se trouvait sa cafetière. Là où la batterie de cuisine de sa mère était posée. On aurait dit qu'ils avaient été cambriolés. Mais sélectivement et soigneusement quelqu'un n'avait pris que les affaires de Michael et avait laissé les siennes intactes. Mais cela n'avait aucun sens. Qui ferait ça? Son téléphone était dans sa main avant qu'elle ne termine sa pensée. Elle composa le numéro de Michael. Ça a sonné une fois puis s'est passé directement à la messagerie vocale. Pas éteint mais bloqué. Il avait bloqué son numéro. Non, murmura Sarah. Son cœur battait la chamade. Elle essaya d'envoyer un SMS. Le message apparut comme distribué mais non lu. Elle appela depuis le téléphone fixe. L'appel fut connecté mais passa à la messagerie vocale après 6 sonneries. Il filtrait ses appels. La panique fit place à une horreur rampante. Sarah comprit ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un vol. C'était un départ. Michael avait pris ses affaires et était parti.
Mais quand? Comment avait-il fait cela sans qu'elle le sache? Et plus important encore, pourquoi? Elle ouvrit l'application de caméra de sécurité sur son téléphone avec des mains tremblantes. Les images de vendredi se chargèrent. Sarah regarda avec incrédulité les camions de déménagement arriver. Des étrangers portaient des meubles hors de sa maison. Michael supervisait le démantèlement systématique de leur vie commune. L'horodatage indiquait 8h00 du matin. Moins d'une heure après son départ pour sa retraite. C'était planifié soigneusement et délibérément planifié. Mais Michael avait été normal toute la semaine. Il avait même été affectueux. Ils avaient dîné ensemble jeudi soir. Ils avaient parlé de leurs plans pour la fin de semaine. Il l'avait embrassé pour lui dire au revoir vendredi matin et lui avait dit de conduire prudemment. Il avait su d'une manière ou d'une autre. C'était impossible, mais il avait su et il n'avait rien dit. Les jambes de Sarah se dérobèrent et elle s'effondra sur le canapé. Leur canapé, bien qu'il semblât étranger maintenant. Elle était assise dans une pièce à moitié vide. Depuis combien de temps le savait-il? Qu'est-ce qu'il avait trahi? Elle avait été si prudente. Elle supprimait les messages et prenait les appels en privé. Elle maintenait la façade parfaite d'une femme repentante. Ses yeux se posèrent sur quelque chose de blanc sur le comptoir de la cuisine. C'était une enveloppe avec son nom de l'écriture de Michael. Sarah s'avança vers elle comme quelqu'un s'approchant d'une bombe. Elle savait qu'elle allait exploser, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de s'approcher. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec 7 mots. Je ne serai pas ton second choix. C'était tout. Aucune accusation et aucune rage et aucune liste de ses trahisons. Juste une simple déclaration qui coupait plus profondément que n'importe quelle tirade de colère. En dessous se trouvaient les papiers du divorce déjà déposés. Il ne nécessitait que sa signature. Le téléphone de Sarah vibra. Une notification de l'application immobilière qu'elle avait oublié d'avoir installée lors de l'achat de la maison. Félicitations, votre propriété au 1847 rue Maple a été mise en main tierce. Il avait vendu la maison. Leur maison. Sans le lui dire et sans demander, il l'avait mise sur le marché. Il avait trouvé un acheteur. Dans un état de confusion, Sarah ouvrit l'application et vit les photos de l'annonce de leur maison. Le prix en euros était un prix qu'elle n'avait pas accepté. Une date de clôture à 30 jours. Tout allait si vite. Cela échappait à son contrôle. Sarah essaya à nouveau le numéro de Michael. Bloqué. Elle appela son bureau. Ils l'informèrent qu'il avait pris un congé personnel. Elle essaya de joindre son ami Marcus. Directement sur la messagerie vocale. Chaque avenue était fermée. Chaque connexion était rompue. Par instinct, Sarah ouvrit ses messages et fit défiler jusqu'au nom de David. Elle avait besoin de réconfort et de réassurance. Elle avait besoin de quelqu'un pour lui dire que cela n'arrivait pas. Mais alors que ses doigts planaient au-dessus du clavier, elle réalisa qu'elle n'avait rien à dire. Qu'était David pour elle vraiment? Une évasion ou une excitation ou un fantasme? Ce fantasme existait parce que son mariage lui avait fourni une sécurité. Sans Michael comme fondation, David n'était qu'un homme pour qui elle avait trahi son mari. Un homme qui ne lui avait jamais rien promis. Il n'avait jamais parlé d'avenir. Il n'avait jamais été rien de plus qu'une distraction agréable. Pour la première fois, Sarah s'autorisa à vraiment voir ce qu'elle avait fait. Elle avait eu un mari qui l'avait aimé inconditionnellement. Un mari qui avait pardonné l'impardonnable. Il lui avait donné tout ce qu'il avait, y compris une seconde chance. Elle avait tout jeté pour l'excitation des nuits tardives et pour gonfler son ego en étant désirée par 2 hommes. Elle avait pensé qu'elle était intelligente en ayant tout. Mais elle n'avait rien compris. On ne peut pas tout avoir sans finir par tout perdre. Sarah traversa la maison silencieuse. Elle la voyait clairement maintenant, non pas comme une maison mais comme une scène de crime. La scène d'un meurtre qu'elle avait commis lentement, un mensonge à la fois. Jusqu'à ce qu'elle ait tué la confiance et l'amour qui avaient autrefois rempli ses pièces. Les espaces vides où se trouvaient les affaires de Michael étaient comme des contours à la craie. Ils marquaient ce qui avait disparu et ne reviendrait jamais. Elle essaya de l'appeler à nouveau. Bloqué. Elle envoya un courrier électronique. S'il te plaît Michael, laisse-moi expliquer. Pas de réponse. Un autre message. Je suis désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. Rien.
Les mini-messages pleuvaient de son téléphone. Ils étaient désespérés et de plus en plus frénétiques. J'ai fait une erreur. Je vais changer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Mais Michael lui avait déjà donné cette chance. Elle s'en était servie pour aiguiser le couteau avant de le plonger dans son dos une seconde fois. Alors que la nuit tombait et que la maison s'assombrissait autour d'elle, Sarah s'assit seule dans le salon à moitié vide. Elle comprit ce qu'elle avait vraiment perdu. Pas seulement un mari mais la personne qu'elle avait été quand il l'avait aimée. Quelqu'un digne de cet amour avant qu'elle ne décide qu'elle méritait plus que la dévotion d'une seule personne. Quelque part dans la ville, Michael commençait une nouvelle vie libérée de ses mensonges et manipulations. Il ne pensait pas à elle en ce moment. Il ne se demandait pas si elle avait trouvé son mot. Il n'attendait pas ses appels. Il était simplement passé à autre chose. Il l'avait excisé de sa vie avec une précision chirurgicale. Sarah avait pensé qu'elle était celle qui avait le contrôle. Elle jonglait avec les hommes et gérait sa double vie avec habileté. Mais à la fin, c'était Michael qui avait eu le pouvoir. Le pouvoir de simplement s'éloigner. Le pouvoir de refuser de jouer au jeu. Le pouvoir de choisir sa propre dignité au lieu du drame de Sarah. La maison s'installa autour d'elle avec des grincements et des soupirs. Sarah réalisa qu'elle pleurait. Pas exactement pour Michael mais pour elle-même. Pour la vie qu'elle avait eue et jetée. Pour la femme qu'elle avait été avant de décider que la fidélité était optionnelle. Pour tous les avenirs qui n'existeraient plus désormais. Le matin, elle devrait s'occuper de la logistique. La vente de la maison et le divorce. Comment expliquer aux amis et à la famille pourquoi son mari avait disparu du jour au lendemain? Elle devrait appeler David. Elle découvrirait probablement qu'il était moins intéressé maintenant que le frisson de l'interdit avait disparu. Elle devrait reconstruire une vie à partir des fragments de ce qu'elle avait détruit. Mais ce soir, dans ce couloir silencieux avec ses absences évidentes, Sarah comprit enfin le véritable coup de la trahison. Pas le moment de la découverte, ni la confrontation, ni les larmes. Mais ceci. La façon calme et banale dont quelqu'un qui vous aimait peut simplement cesser d'exister dans votre vie. Elle avait fait son choix encore et encore. Chaque fois qu'elle supprimait un message ou embrassait un autre homme. Michael avait simplement fait le sien. Le choix de ne plus être sa deuxième option. Le mot était toujours posé sur le comptoir. Cet mot qui disait tout. Je ne serai pas ton second choix. Sarah le plia soigneusement et le glissa dans sa poche. C'était un rappel du moment où elle n'avait finalement plus de chance. Puis elle traversa la maison vide. Elle éteignit les lumières une par une. Jusqu'à ce qu'elle soit assise seule dans l'obscurité qu'elle avait créée. Elle écoutait le son de sa propre respiration dans l'espace où l'amour avait l'habitude de vivre.